Après plus de 2000 km des vols depuis Kinshasa à bord du régulier CAA, avant de monter à bord du petit porteur Cessna 208, en passant par Lubumbashi pour joindre Manono, l'une des entités administratives déconcentrées de la province du Tanganyika, en République démocratique du Congo, l'équipe composée des membres de la société civile ainsi que des chevaliers de la plume et du micro, tous membres de la coalition Tous pour la RDC, venus de Kinshasa, c'est aussitôt arrivé à 8 heures, heure locale, dans les territoires des Manono, lundi 17 juillet 2022, pour se rendre compte de l'état d'avancement du projet d'exploitation des lithium dans les territoires des Manono par l'entreprise Datcom. Échanger avec les parties prenantes sur la présence et les actions de cette entreprise pour recueillir leurs avis sur le projet et entreprendre des actions d'accompagnement du projet. D'entrée des jeux, l'équipe a rencontré l'administrateur assistant chargé des questions économiques, finances et développement du territoire des Manono, Gracien Kakouji, l'évêque du dit diocèse, Monseigneur Vincent de Paul Kwanga, qui était accompagné des membres de la société civile et du président de la commission justice et paix, le chef de service territorial des mines, ainsi que le grand chef Luba des Manono. Ces derniers ont fait savoir que la population des Manono attendent la réalisation de ce projet qui a beaucoup duré avant de chuter sur la bonne collaboration qui existe entre la société Datcom et la communauté des Manono. La population attend la réalisation de ce projet. Mais il s'avère que la population est dans l'inquiétude par rapport à ça. Pourquoi? Le projet vient de Guinée. Nous avons bien vécu et nous collaborons avec Datcom. Mais nous ne comprenons pas pourquoi on ne lui a pas encore donné le permis d'exploitation. Nous ne pouvons pas forcer le gouvernement à lui donner ce permis-là. Mais nous souhaitons vivement qu'on lui donne ce permis parce que si Datcom commence à exploiter, cela ne va pas profiter seulement à la chefferie de Bakongolo, ni au territoire de Manono seulement, ni à la province de Tanganyika seulement. Ce sera pour toute la République et le monde entier va profiter des minéraux qui sortiront d'ici. L'évêque du diocèse des Manono, Monseigneur Vincent de Paul Kwanga, a dans ses propos appelé Datcom au respect du code minier et a souhaité que l'usine de traitement des fabrications soit installée à Manono pour l'intérêt des filles et fils de ce coin. Moi, comme me soucie l'appel que j'ai fait, d'abord, il faut que le code minier soit respecté. En ce qui concerne le développement durable, la redevance minière, j'aimerais et je souhaite que les usines de transformation soient ici, à Manono et non ailleurs. Interrogé sur cette question, le directeur général adjoint des Datcom, Balthazar Tshiseke, a rassuré que l'usine de traitement des minéraux sera bel et bien installée à Manono, près de la mine. Nous allons mettre l'usine à Manono. Il est impossible de traiter les minéraux distants de la mine. La logistique coûte cher. Et surtout la logistique des Manono, parce que les routes n'existent pas. Ça va coûter trop cher au projet. Le souci majeur de la population des Manono pour l'instant est que le cadastre minier donne la notification à Datcom comme prévu par la loi pour que le travail de construction de la mine commence dans ce coin abandonné de la province du Tanganyika, considéré comme le triangle de la mort pour le développement d'une véritable industrie minière après la descente aux enfers des Congo éteints. D'un expert. L'ingénieur était avec nous, on l'a présenté avec un parcours et le jeu. Raphaël, oui. Alors, dites-nous exactement où présentons-nous ici les enjeux du lithium de Manono, de mon Congo profond. Oui. Nous sommes dans la province du Tanganyika. L'enjeu ou les enjeux de ce lithium dans le cadre de la transition énergétique. Merci beaucoup, Fabien. La question du lithium m'a beaucoup intéressé comme Congolais parce que je suis de la génération de ceux qui ont pu étudier grâce à la bourse, c'est-à-dire à la contribution des Congolais.
Et tout ce qu'on peut faire en retour, c'est aussi participer activement. Quand les Congolais crient, nous pouvons apporter notre contribution technique parce que c'est là notre champ d'expertise. En tant qu'expert indépendant. Indépendant, effectivement. Voilà. Donc, pour vous parler du lithium, le lithium revient d'actualité dans un certain contexte. Et le contexte actuel, c'est celui du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique qui impose une transition énergétique. Alors, l'ingénieur Toumba pourra davantage illustrer ce que vous dites pour les initiés. C'est extrêmement important. Oui, alors, réchauffement climatique et transition énergétique. Oui, oui. D'abord, il y a un constat. La planète se réchauffe. Ensuite, la réaction, c'est quoi? Quelle est la cause et quelle est la solution? La solution, c'est une transition énergétique. Et dans cette transition énergétique, c'est là que se trouve le rôle du lithium de Manono, qui est un projet de renommée mondiale et de taille mondiale. C'est pour cela que cet enjeu n'est pas seulement local, comme on a vu l'évêque, les communautés environnantes, mais ça replace le Congo sur l'estrade, sur la sellette, au niveau mondial. Et c'est ça que je vais vous expliquer un peu très rapidement, mais il me faut d'abord placer le contexte pour expliquer le réchauffement climatique, c'est quoi, et qu'est-ce qu'on entend par la transition énergétique. Vous allez voir ensuite pourquoi il est urgent que les cas actuels que l'on observe par rapport à l'exécution de ce projet puissent être rapidement levés. Alors, je vais commencer par vous dire, s'il peut me montrer la page suivante. Vous allez constater une chose, Fabien. Oui. La courbe que vous voyez là-bas, je vais aller assez vite. La courbe que vous voyez là-bas a deux axes. D'un côté, vous voyez les GDP, le PIB mondial, le PIB mondial, et dans les abscisses, vous voyez la consommation d'énergie. La consommation d'énergie. Vous allez constater une chose, plus le PIB monte, à chaque augmentation du PIB correspond à une consommation plus élevée d'énergie. Vous allez voir, tous les points constituent des années, depuis 1965 jusqu'en 2019, et vous allez constater qu'il y a une corrélation parfaite entre le PIB et l'énergie. Ça signifie que vous voulez du PIB, il vous faut de l'énergie. Mais alors, il va me montrer l'autre page. D'où vient l'énergie que nous consommons à l'échelle mondiale? Vous allez voir, la bande verte, c'est le bois qui nous fournit l'énergie, le chauffage, etc. La couche noire, c'est le charbon. Ensuite vient le pétrole. Alors, vous allez voir que ces énergies se sont empilées successivement au cours des âges, parce que notre courbe va depuis 1860. Donc, au fur et à mesure que les années ont passé, le PIB mondial a dicté qu'il y ait besoin de plus d'énergie, et cette énergie vient du bois, du charbon, du pétrole. En vert, vous avez les gaz. Les Russes, vous avez entendu récemment les discussions sur les gaz russes. Le bleu, c'est l'hydroélectrique. Et le jaune, c'est les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolienne et le solaire. Alors, vous allez remarquer que le gros de notre énergie, c'est des énergies fossiles. Énergie fossile, ça signifie il y a carbone. Il y a du carbone. Des énergies sales. Des énergies sales. Avec un souci sur le plan climatique. Voilà. Pourquoi ces énergies sont sales, Fabien? C'est parce que quand vous roulez votre véhicule, vous brûlez du carburant et à votre tuyau de charbon, ce qui sort là, c'est le CO2, dioxyde de carbone. C'est un oxyde. Un oxyde, c'est un gaz qui est très stable. Un oxyde, c'est une forme moléculaire qui est très stable, qui demande beaucoup d'énergie pour être décomposée. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre atmosphère? Plus nous consommons de l'énergie fossile, plus nous émettons du CO2. Ce CO2 monte dans l'atmosphère et il a un défaut qu'il a, c'est que quand la Terre rayonne, il reçoit le rayonnement du soleil, il renvoie la chaleur, au lieu qu'elle parte, ces gaz bloquent la chaleur que la Terre rayonne. Ce qui fait que progressivement, la température moyenne au niveau de la Terre est en train d'augmenter. Et ça devient maintenant
un problème qui est une inquiétude mondiale. La France est en difficulté, l'Hexagone, avec canicule sans précédent, mort d'hommes, des forêts entières qui partent en fumée. Absolument. Oui. Alors vous allez remarquer que si me montre l'autre page, vous allez voir la température moyenne depuis 1850. Quand vous prenez la température de 1850 comme référence par rapport à 1850, et que le fait qu'on ait commencé à consommer plus de fossiles, la température moyenne au niveau de la Terre a commencé à augmenter. Alors, vous voyez le delta, il est passé de 0,5 à 1,5, à 2, à 3, et il peut, vous voyez au niveau de l'année 2025, si vous montez, au-delà, ce sont des simulations. Comment va évoluer la température dans les années qui vont venir? Si nous gardons le même mix énergétique, composé essentiellement du fossile, la température va monter tellement qu'il sera invivable sur cette terre. Et je vous le montre sur la page suivante. Regardez le nombre de jours par an où la température sera à des niveaux létals. C'est-à-dire le nombre de jours où vous ne pouvez pas vivre sur cette terre. Et regardez les zones les plus affectées, ce sont les zones qui sont un peu sombres. Vous voyez, elles correspondent plus ou moins au niveau de l'équateur. Si vous voyez, elles correspondent plus ou moins au niveau de l'équateur. Ça signifie que pendant plus ou moins 250 jours sur l'année, vous ne pouvez pas vivre dehors si la température monte de 4 degrés. Pourquoi? Parce que l'humidité de l'air est telle que vous ne pouvez même plus vous refroidir par la transpiration. Et vous mourrez par ce qu'on appelle l'hyperthermie. Donc le réchauffement climatique est un enjeu mondial. Et si une chose pareille arrive, les populations vont fuir vers les zones moins chaudes et ça crée un problème. C'est pourquoi les gros pollueurs sont dans ce qu'on appelle balai diplomatique chez nous. Et Blinken a parlé avec Fachi de cette affaire du climat. Ils savent. Vous m'avez ouvert la porte parce que s'il montre la deuxième page, la page suivante, s'il me montre la page suivante, vous allez constater une chose. Les États-Unis, notamment, qui sont de grands pollueurs, la Chine, etc., eux se sont aussi préoccupés par rapport au réchauffement climatique. Que faut-il? Il faut remplacer l'énergie fossile par des énergies plus propres. Mais ça signifie aussi une contraction au niveau économique parce que le PIB, il dépend de la disponibilité en énergie que vous allez engager. Donc c'est un dilemme entre chercher la croissance et la prospérité et vivre de manière décente sur une planète viable. Alors, pour passer aux énergies propres, la possibilité est là, c'est-à-dire vous allez utiliser l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. L'énergie solaire, c'est les centrales hydroélectriques et les centrales hydroélectriques font partie aussi des énergies propres. Oui. Et nous sommes donneurs, nous sommes un pays solution. Absolument. L'un des pays solutions. Mais la quantité, le besoin en énergie que le monde a ne peut pas être satisfait par notre potentiel énergétique qui est limité à 100 gigawatts. Donc notre puissance est trop faible pour couvrir les besoins de l'humanité. Et alors, la solution vient, c'est dans le solaire et l'éolienne. Or, vous remarquez que le soleil ne brille pas 24 heures sur 24. On a besoin de la télévision, par exemple, même la nuit, alors que le soleil est parti. C'est-à-dire que la solution réside dans la création de possibilités de stocker l'énergie quand elle est disponible, c'est-à-dire pendant les heures où il y a le soleil, et pendant les heures où il y a le vent, vous capturez l'énergie, mais il faut la stocker dans des batteries. C'est à ce niveau que notre matière lithium intervient? Et là, nous tombons dans le lithium. Et il peut me ramener un peu avant. Je vais vous montrer quelque chose juste avant cela. S'il peut me ramener la page d'avant. Vous pouvez revenir donc à la page d'avant. À la page d'avant. Oui, voilà. On est là. Voilà. Regardez les composantes de cette batterie qui peut stocker assez d'énergie pour que quand l'énergie intermittente là, est disponible, vous stockez. Quand elle a disparu en pleine nuit, elle vous réalimente. Et la composition de ces batteries est telle qu'il faut du lithium, il faut du cobalt, il faut du nickel, il faut le graphite. C'est ça la chimie de la batterie. Et tout ça, nous, on en a.
Nous en avons. Mais regardez le besoin. Le lithium, par exemple, en 2017, pour ça, il fallait 162 000 tonnes. Mais en 2028, nous passons à 1 570 000 tonnes de besoin. Parce que... Besoin mondial. Mondial. C'est parce que c'est une urgence mondiale. Il faut renoncer aux énergies fossiles, sinon la Terre sera invivable. C'est une urgence mondiale. Ça signifie que tous ceux qui participent à la fourniture de ces éléments, ils sont, par obligation morale, obligés de déclencher vite leur projet pour que ces solutions soient enclenchées le plus tôt. Et le lithium que nous devons produire ne peut pas chômer dans le sol pour un problème de bureaucratie. D'où l'urgence de pouvoir exploiter notre lithium. Nous passons pour un peuple ridicule. Ridicule. Parce que quand vous voyez les défis économiques que nous avons et la possibilité que nous avons avec le lithium que nous avons, et qu'on s'assoit sur des papiers, paperasses, les gens sont prêts pour démarrer un projet, le projet ne démarre pas pour des raisons de bureaucratie, ça, il faut marcher sur la tête, c'est incroyable. Alors, regardez un peu quelque chose qui est frappant. Lithium, 2017, 162 000. 2028, 1 500 000. Ça, la multiplication par 10, le besoin. Donc, le besoin, il faut aller à pas de course. Il faut de la vitesse. Il faut de la vitesse. Alors, regardez le cobalt aussi, le deuxième élément que nous avons. Nous sommes le premier producteur mondial de cobalt. 2017, 54 000. 2028, pour les batteries, il nous faut 276 000 tonnes. Rien que pour les batteries, c'est multiplié par 5. Ça signifie quoi? Les yeux du monde regardent le Congo. Les yeux du monde regardent le Congo, où nous avons un président qui veut incarner un leadership exemplaire et modèle. Et c'est déroutant quand les gens suivent les nouvelles, ils disent, tiens, mais le Congo, il y a un gisement fabuleux, mais quand est-ce qu'il démarre? Or, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'exploitation artisanale du petit peuple qui profite à la contrebande. Oui. Et entre-temps, on croit que le temps est notre ami. Il faut s'asseoir sur les dossiers à Kinshasa et faire du chantage. Est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie, ça? Quand vous regardez les paramètres mondiaux, vous regardez l'urgence mondiale, c'est une obligation mondiale. Quand vous avez des ressources, de les mettre à la disposition à des prix convenables, bien sûr, mais à l'humanité. Regardez, alors, ce qui va se passer, c'est que dans tout ce qui est là, nous avons, je vais vous surprendre, je n'en ai pas parlé l'autre fois, nous avons aussi du graphite. Vous savez que nous en avons. Nous en avons dans le Bas-Congo. Le graphite, c'est quoi? Le graphite, c'est un peu comme du charbon. C'est un métallurgiste qui parle, hein, formé à l'université Lubumbashi. De Lubumbashi. Et puis, avec une bourse ailleurs, vous êtes également chimiste industriel. Absolument. Donc, vous ne racontez pas des rêves ici, vous racontez des réalités. Graphiste, ou vous dites graphite? Le graphite, nous l'avons dans les maillots. C'est quelle matière? C'est une matière, bon, j'aurais pu vous montrer une image, c'est un peu comme du carbone. C'est un peu comme du carbone. C'est dans la forêt de Mayombe. Dans la forêt de Mayombe, au Congo, Nana. Et ici en Afrique, nous en avons en grande quantité au Mozambique. Alors, vous allez aussi remarquer que tous les éléments qui entrent dans la composition de batteries électriques, nous les avons dans les environs. Les nickel, on l'a à Chiboué, dans les Kasaï. Le cobalt, nous en avons en grande quantité. Il y a aussi le manganèse qu'on n'a pas listé, que nous avons. Donc, le Congo est un pays à solution. Il n'est pas un pays solution, mais il est un pays à solution. Alors, regardez les gisements rapidement de lithium de Manono. Il est appelé Escondida du lithium. Escondida, c'est le plus gros gisement de cuivre. Alors, quand les gens parlent du cuivre, ils disent Escondida, il n'y a pas plus grand. Alors, vous voyez qu'on a fait un parallèle. On appelle ces gisements de Manono l'Escondida du lithium. C'est-à-dire que ces gisements jouera un rôle capital dans la transition énergétique qui est une urgence mondiale. Je ne sais pas si vous voyez, Fabien. C'est une urgence mondiale. La RDC, la grande réserve du monde de lithium. Oui. Est-ce que nous serons, notre pays, au rendez-vous en 2023 avec le projet lithium de Manono? Oui. Parce que ce projet, regardez les résultats. 2023. Alors que les dossiers, Vandeli Yango à Kinshasa, dans des bureaux.
par ceux qui cherchent leur commission. Oui. Bon, si cela est vrai. Oui. Mais 2023, quand est-ce qu'on va exploiter et quand est-ce qu'on va être compétitif? Ce qui est paradoxal et qui me chagrine, moi, en tant que Congolais, en tant que cadre congolais, c'est de voir que, parce que j'ai participé à des projets dans plusieurs pays, je vois la diligence que chaque pays applique pour que, très vite, on crée l'emploi, etc. Regardez ce projet, il aurait dû démarrer en 2021. Et s'il avait démarré en 2021, Fabien, je te donne une bonne nouvelle, eh bien, on l'aurait, si on avait démarré la construction en 2021, en 2023, juillet, le premier mandat du président Fachi allait être bouclé par un cadeau au monde entier avec le démarrage de ce projet. Vous vous rendez compte de l'opportunité que l'on manque pour des raisons biscornues, c'est incompréhensible. Alors, par moment, on se demande, est-ce qu'on a été à l'école, on est né sorcier, ou qu'est-ce qu'on est finalement, nous, l'élite congolaise? C'est impensable, incroyable. Vous avez fini votre présentation? Alors, je vous donne un peu... Vous êtes à la fin? Pas encore. Ouais, vous avez pris la parole plus que d'autres personnes. Il faut qu'on donne la parole aux autres. Ça va, je viendrai vous parler des défis. Vous pouvez résumer ce qui reste. Alors, donc, il peut me passer l'autre. Oui. Manono est un endroit où l'activité minière a commencé il y a un siècle. Et cela était basé essentiellement sur l'étain. Alors, il peut me donner l'autre, j'explique une chose. Voilà. Et quand ils ont commencé à faire l'étain, ils ont compris qu'il fallait raffiner le plus possible. Bon, je vais aller vite pour économiser. Oui. Il peut me donner l'autre. Voilà la situation du cobalt, qu'il ne faut pas répéter sur le lithium. Le cobalt, comme vous pouvez le constater, nous sommes le premier producteur mondial. Et regardez notre contribution dans les réserves. Nous avons plus de réserves que tous les États du monde réunis. Nous avons la plus grande réserve du monde. Comme c'est le cas pour le cobalt. Oui. Alors, s'il me donne l'autre, je peux vous montrer quelque chose. Oui. Ça, c'est une usine dans laquelle le cobalt, au départ, était produit comme métal avec une pureté de 98%. Cette usine-là, je vois mon bureau, j'y ai travaillé. C'est là que j'ai travaillé. C'est à la Gécamine? À la Gécamine à Bilou. 98% de pureté. Mais depuis lors, nous sommes passés à ce qu'on appelle l'exploitation stupide de nos ressources. Et il peut me montrer l'autre, je vous montre très rapidement. Et c'est ça l'enjeu, quand je parle de l'enjeu, c'est éviter de répéter l'erreur qu'on a commise sur le cobalt. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des opérateurs qui se sont placés. Il peut me donner l'autre, la suivante. Et voilà ce qui se passe. Ça, c'est le cœur, le terroir du cobalt dans le Congo. Vous voyez Kolwezi, Kisanfu, Chituru, Lubumbashi. Eh bien, au lieu que nous puissions aller à un cobalt élaboré, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui raffinent notre cobalt à l'extérieur sont venus s'installer chez nous pour faire des dépôts et des comptoirs et passer le cobalt chez eux sans qu'il soit raffiné. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez du cobalt, les gens qui cherchent le cobalt, il ne faut pas aller au Congo qui en a les mines, il faut aller les chercher en Chine. Il peut me montrer l'autre. Regardez, nous sommes les premiers producteurs, mais ceux qui raffinent, 80% de notre cobalt est raffiné, la totalité de notre cobalt est raffinée en Chine. Et c'est ce qu'il faut éviter avec le lithium. Il peut me donner l'autre. Et parce que quand vous regardez la situation du cobalt, l'exploitation par les Chinois nous a mis en vase communicant. Ce qui fait que le cobalt est une opération à somme nulle. Si vous regardez le bilan financier, c'est que nous avons comme retombé du fait que nous ne faisons pas les raffinages, nous tirons de maigres dividendes sur ce cobalt. Il faut éviter ça sur les lithium. Je vous pose la dernière question parce que les autres vont maintenant parler. Oui. Avez-vous jeté un coup d'œil justement à l'étude de faisabilité définitive de l'entreprise Datcom Mining sur le lithium de Manono? Dernière question, le gouvernement doit-il réellement laisser les Chinois contrôler également et directement le lithium de Manono comme il en est du cobalt aujourd'hui? Vous parlez de 58% plutôt cobalt chez les Chinois qui raffinent, et nous on n'a que
notre misère pour nous consoler. Oui. Deux importantes questions, vous répondez. Nous passons à la société civile. Je les vois tous en colère, apparemment. L'étude de faisabilité, Fabien, j'ai la chance d'avoir travaillé, élaboré des études, analysé des études. Ça fait 35 ans que je suis dans les métiers. J'ai lu l'étude de faisabilité, elle est excellente. Si je devais comparer dans les systèmes des hôtels, on dit 5 étoiles. 5 étoiles. J'allais donner à cette étude 4 étoiles et demie. Vous voyez un peu les niveaux, le standard pour imaginer. Ce ne sont pas les aventuriers qui viennent ici, main bredouille, ils prennent les carrés miniers et ils vont vendre ça à la bourse étrangère, à Londres, à Paris et puis à... L'étude telle qu'elle se présente montre qu'il y a un plan à long terme avec des phases claires qui sont très classiques dans l'industrie minière. L'étude est robuste, l'étude est cohérente. J'ai regardé les niveaux d'investissement, j'ai checké, comparé. Nous faisons ce que nous appelons le benchmark dans les mines. Nous comparons avec les opérateurs identiques. Et quand je vous fais cette comparaison, vous voyez que cette étude, elle est excellente. Il faut qu'elle aille de l'avant et qu'on l'exécute. Il faut l'encadrer parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut pas faire, n'est-ce pas? On peut pas avoir 100%, n'est-ce pas? Mais l'étude est excellente. Et voilà, la dernière question. Les Chinois contrôlent notre cobalt. Vous avez donné les statistiques. Il faut encore laisser le lithium sous le contrôle des Chinois et puis nous continuer à nous consoler avec notre misère. Avec un budget maigre, tout le monde demande des grèves par-ci, par-là. Et il faut aller mendier, même 30 millions auprès du gouvernement américain. Je crois qu'il faut réfléchir sérieusement à cela. Nous ne pouvons pas être victimes de nos propres richesses. Nous ne pouvons pas, par omission ou par démission, être victimes de nos propres richesses. Je pense qu'il faut qu'on privilégie le schéma qui a été tracé dans l'étude de faisabilité, qui est excellente, qui rentre dans un schéma à long terme et à l'avantage du Congo. Merci beaucoup, monsieur Ngoyi Mushila Bantou.